Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Mais dis-moi Malo, cette scène est-elle réaliste? En effet, depuis longtemps, les hommes se posent des questions sur les sables mouvants. Il se crée alors de nombreux mythes populaires, renforcés par la littérature et le cinéma. Le premier de ces mythes est, comme le pense Pierre Richard dans cette scène, que plus un homme s'agite, plus il s'enfonce dans le sable mouvant. Le deuxième est qu'il est très difficile d'en sortir, voire impossible. Et le dernier est qu'un homme peut s'enfoncer totalement dans le sable mouvant, jusqu'à en mourir. Et ce sont donc ces trois mythes que nous allons remettre en question durant ce documentaire. On peut donc se demander dans quelle mesure les sables mouvants peuvent-ils réellement engloutir un être humain. C'est parti Malo. Bienvenue parmi nous à la découverte des sables mouvants. Nous verrons dans un premier temps le fonctionnement rapide des différents sables mouvants. Dans un second temps, nous vérifierons expérimentalement les différents critères d'enfoncement des sables mouvants, afin de définir ce qu'est la thixotropie et le fonctionnement précis des différents sables mouvants. Enfin, nous verrons les applications des sables mouvants dans le monde, avant de conclure en vérifiant les mythes exposés par Com précédemment. Mais tout d'abord, avant de parler du cas des différents sables mouvants, commençons par donner ses composants. Le plus essentiel est bien entendu le sable, qui intervient dans les 4 types de sable mouvants. Le sable est un cas très spécial de roche, puisqu'il est considéré par les scientifiques à la fois comme un liquide et à la fois comme un solide. On peut parler de sable pour des grains de taille comprise entre 62,5 micromètres et 2 mm. En dessous, on parlera d'argile et au-dessus de gravier. Ces grains sont pour 98% des cas du quartz, mais on trouve aussi généralement du grenat et du mica. Ces roches minérales constituant le sable proviennent des montagnes et sont charries par les cours d'eau. Le sable est donc une roche sédimentaire formée à partir de roches préexistantes soumises à l'érosion. Quant à l'eau, qui forme avec le sable la structure si particulière des sables mouvants, elle intervient soit pour augmenter la cohésion du sable en formant des ponts liquides entre les grains, ou alors au contraire, l'eau peut séparer ces grains lorsqu'elle agit dans un flux ascendant. Mais pour certains sables mouvants, on peut trouver aussi de l'argile, qui, comme nous l'avons dit, est une roche sédimentaire se présentant sous la forme de minuscules grains, bien plus petits que ceux du sable. Par ailleurs, les minéraux argileux sont des phyllosilicates, c'est-à-dire que l'argile est constituée de très fines lamelles planes. Ces macromolécules d'argile, en plaquettes, étant hydrophiles, les très petits grains gonflent donc en présence d'eau. En effet, l'argile et la marne sont les deux seules roches imperméables. Pour ce qui est du sel, contenu dans l'eau de mer de certains sables mouvants, nous pourrons voir qu'il rendra plus efficace la fragilisation de ces derniers. Maintenant que nous connaissons les éléments qui peuvent intervenir dans un sable mouvant, nous pouvons en citer les 4 types. Dans un premier temps, nous pourrons citer les sables secs, notamment présents dans les déserts. Dans un deuxième temps, nous pourrons citer les sables mouvants de nature argileuse. Dans un troisième temps, nous pourrons citer les sables mouvants dus à la liquéfaction des sols. Et enfin, nous pourrons citer les sables mouvants mouillés avec une circulation d'eau au sein d'un édifice granulaire. Et maintenant, nous allons étudier le sable mouvant de nature argileuse. Pour cela, nous déterminerons expérimentalement les critères d'enfoncement d'un corps dans ce sable. À présent, rejoignons Charles-Antoine et Malo qui nous attendent dans le laboratoire. Nous avons ajouté de l'eau et de l'argile dans un bécher, puis du sable jusqu'à obtenir un fluide thixotrope ayant les caractéristiques du sable mouvant. Grâce à ce dernier, nous avons réalisé différentes expériences en variant l'agitation, la masse ainsi que la densité des corps piégés dans ce dernier. À l'aide de 2 poids de même volume, 12,6 cm3, et de masse, 100 g et 20 g, et donc de densités respectives, 7,9 et 1,6, alors que les sables mouvants ont une densité de 2. On remarque que sans agitation, il n'y a pas d'enfoncement, mais aussi que des 2 poids placés sur la surface simultanément, après agitation, le plus lourd s'enfonce plus rapidement. On remarque aussi que même si l'on agite indéfiniment, le poids de densité 1,6 ne s'enfoncera jamais totalement,
dans le sable mouvant de densité 2,2, sauvé par la poussée d'Archimède. Pour une même masse de 100 grammes, on peut remarquer que plus l'agitation est forte, et plus le poids s'enfonce rapidement. Pour nous expliquer le fonctionnement des sables mouvants, nous avons pris contact avec Pierre-Yves Lagré, scientifique spécialisé dans les milieux granulaires, que nous allons tout de suite retrouver à l'université Pierre et Marie Curie. Donc je disais, ce qui est important, c'était de comprendre que les matériaux tels qu'ils existent dans la nature, tous les matériaux auxquels on a accès, ont été catégorisés en différents modèles simples pour pouvoir après expliquer les matériaux plus compliqués. Donc alors, le matériau simple de base, c'est ce qu'on appelle le solide élastique. Donc quand on a une contrainte, quand on exerce une contrainte dessus, il va s'étirer d'une certaine longueur et les deux vont être proportionnels. Donc si c'est proportionnel, si on a stricte proportionnalité entre la contrainte et l'allongement, et bien alors on parle de solide élastique. Dans le même genre, il y a donc les fluides newtoniens, où cette fois-ci, on va avoir une stricte proportionnalité entre la contrainte et le cisaillement. Et puis un troisième modèle qui s'appelle le patin sec, où on a toujours une relation entre la force tangentielle et normale, avec un coefficient de friction. Donc à partir de ces trois modèles rhéologiques simples, on va expliquer le monde, sachant que pour faire des choses plus compliquées, on va les mélanger. Donc par exemple, on avait parlé de la maïzena, qui était un fluide qui pour les temps courts, quand on le sollicitait sur un temps court, ce fluide ressemblait à un élastique. Mais pour les temps plus longs, il était en fait comme un fluide. Un peu la même chose avec la siliputine, qui était ce type de matériau. D'accord. Pour les temps courts, il se comporte comme un solide élastique, et pour les temps longs, il se comporte comme un fluide. Voilà, et donc ensuite, on a défini le mot tixiotrope. Et la tixiotropie, c'est le fait que justement ce modèle Young et ce coefficient de viscosité dépendent du temps. Alors là, donc en fait, une des raisons pour lesquelles on expliquait ça, c'est que la structure interne du matériau allait changer en fonction du temps, ce qui fait que ses propriétés allaient changer en fonction du temps. Et il semblerait que pour les sables mouvants, ça puisse être quelque chose qui soit pertinent. En réalité, un sable mouvant est défini par une structure de sable, d'eau, d'air et éventuellement d'argile extrêmement éphémère. En effet, il se crée un réseau unique entre les particules, puisque ces dernières se trouvent très espacées les unes des autres. Les espaces de cet empilement étant comblés par de l'air ou de l'eau. Ainsi, tout objet introduit suffisamment dense et sous agitation suffisamment forte rompt cet équilibre et tombe accompagné des nombreuses particules qui ne sont plus soutenues. L'objet est alors bloqué dans une phase sableuse très concentrée en grains de sable qui se sont effondrés. Bonjour, avec mon collègue, nous allons vous présenter plus précisément le fonctionnement des sables mouvants que nous avons énoncés auparavant. Donc tout d'abord, les sables secs. Pour les sables secs, il n'y a pas présence d'eau, mais c'est le vent qui dépose les couches de grains de sable pour former un empilement très aéré, et les grains formant ainsi de grandes voûtes. Dans ce cas, une très faible pression suffit pour faire effondrer en quelques millièmes de secondes toute la structure. Ce sont donc les plus dangereux, mais heureusement les plus rares dans la nature. On parlera de sables mouvants classiques pour les sables mouvants de nature argileuse. Comme leur nom l'indique, ils sont dus à la présence de minéraux argileux qui se présentent sous la forme de macromolécules en plaquettes. Ces dernières s'associent électriquement entre elles, créant ainsi une charpente comparable à un château de cartes, capable de soutenir les grains de sable du milieu qui se retrouvent alors en équilibre précaire. Le fluide étant agité, quand on y met les pieds par exemple, les lamelles d'argile se repoussent et le château de cartes s'effondre, comme expliqué précédemment. Ainsi, comme nous l'avons vu pour les expériences, plus l'agitation est forte, plus l'argile se déstructure et plus le fauteur de trouble s'enfoncera rapidement. Quant au sel présent dans l'eau de mer, il diminue la réassociation électrique de ces plaquettes qui s'effectue après avoir mis le fluide au repos. Le sable mouvant se reconstitue donc peu à peu, subissant le phénomène de tixotropie. Lorsque de fortes vibrations ont lieu au niveau du sol, lors de séismes notamment,
on peut faire face à un processus de liquéfaction des sols. L'onde de pression fait remonter à la surface l'eau auparavant contenue entre le grain et le sable. En remontant, elle écarte les grains et une fois à la surface, l'eau apportée rend le sable mouvant et instable. Il perd sa cohésion et s'effondre, pouvant entraîner ce qui s'y trouvait de bâti. Par ailleurs, dans un milieu granulaire, un flux ascendant d'eau est nécessaire pour le rendre mouvant. Il permet d'écarter les grains les uns des autres, ce qui diminue voire supprime les forces de cohésion au sein du sable. Il maintient le mélange en suspension. Ainsi, ce flux ascendant permet de compenser la gravité des grains de sable tout en les écartant et maintient ainsi un mélange en équilibre requis pour pouvoir donner un sable mouvant. On les appelle aussi sables mouvants mouillés. Pour le cas à part des sables secs, on distingue quelques cas dans certains déserts de sable, après un fort vent, où celui-ci dépose les grains de sable en une structure aérée et fragile entre les dunes. Quant au sable mouvant classique, il nécessite de l'argile. On en trouve donc au Mont Saint-Michel, exemple bien connu des Français, et en plein désert d'Iran, entre Qom et Téhéran, à proximité d'un lac très salé, ce qui augmenterait leur dangerosité. Dans les deux cas, les grains de sable sont très fins. Ils ont un diamètre de 20 à 40 micromètres. On a aussi pu constater un exemple de liquéfaction de sol lors du séisme à Niigata au Japon. En effet, en 1964, le séisme de magnitude 7,5 a provoqué de nombreuses ondes de choc responsables de la liquéfaction en surface du sol bâti. Plusieurs immeubles se sont ainsi enfoncés ou ont basculé. Pour le dernier type, les sables mouvants mouillés, on en trouve le long d'estuaires ou sur les lieux de confluence. On peut donner l'exemple du bec d'Allier entre les régions de la Bourgogne et du centre, où l'Allier se jette dans la Loire. Les flux ascendants d'eau y étant nombreux, on peut donc y constater des sables mouvants très dangereux à cause de la Loire, assez puissante pour pouvoir noyer un être humain s'étant immobilisé dans ces sables mouvants. Maintenant que nous connaissons bien les sables mouvants, nous pouvons confirmer, ou non, les mythes donnés en début de documentaire. Ainsi, le premier mythe, plus on s'agite, plus on s'enfonce, est vérifié. Puisque, comme on l'a vu lors des expériences, une agitation forte rompt d'autant plus l'association des plaquettes d'argile et donc l'équilibre du sable mouvant. Pierre Richard avait donc raison. Pour le deuxième mythe, on ne peut pas sortir d'un sable mouvant, il est vérifié lui aussi. En effet, il faudra une force extrêmement élevée pour faire sortir son pied d'une face sableuse, parfois composée de 80% de sable. Le seul moyen de s'en sortir est de faire pénétrer de l'eau autour de son pied pour l'extraire du fluide. Quant au troisième mythe, on peut totalement s'engloutir dans un sable mouvant, il restera faux pour les sables mouvants argileux, car nous avons vu qu'un corps, tel qu'un être humain, d'une densité inférieure à celle des sables mouvants, surnagera toujours, sauvé par la poussée d'Archimède. Un homme ne peut s'enfoncer qu'à hauteur de hanche dans les sables mouvants. Cependant, un individu prisonnier de ces sables peut se noyer s'il se trouve près d'un cours d'eau subissant la marée. Mais on peut s'intéresser aux sables mouvants de Maranhães, au nord-est du Brésil, qui sont différents, puisque entrent dans leur composition des cyanobactéries qui leur donnent des caractéristiques bien particulières, puisqu'un être humain y pourrait s'enfoncer totalement si les bassins étaient assez profonds.